Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok. DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Coucou la famille DMG, j'espère que vous allez bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens encore avec une histoire de plus. L'histoire c'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui apprenait, elle était au lycée. La fille en question elle avait 19 ans. La fille avait un petit garçon de 2 ans. Elle avait un petit garçon de 2 ans. Elle allait tranquillement à l'école. On était dans la même école. Certes, on n'était pas dans la même classe, mais on était dans la même école. DMG. Un jour, il faut d'abord que je vous dise d'abord que la petite, elle était étrangère en fait. Étrangère, c'est du genre, étrangère, vous savez quand même que nous, les parents ne sont pas d'origine du Gabon. Donc, ils se sont installés là. Donc, c'était pour un moment, mais la fille apprenait, c'était quelque chose. Elle disait, en fait, pour elle, elle disait que non, elle devait rester là parce que voilà, elle a commencé sa vie là, voilà. Mais je ne vais pas mentir, ses parents, c'était le genre de parents qui pratiquaient un peu. Donc, la fille en question, elle a son petit garçon. Un jour, au bout d'un jour, bon, elle avait souvent l'habitude de faire un jour, 2 jours, elle rentre pas à la maison. Donc, bon, ça même ne s'inquiétait pas plus que ça. Maintenant, au bout du 3e jour, DMG, la fille ne revient pas à la maison. Donc, la maman aussi doit commencer à appeler ses amis, appeler. Bon, rien du tout. La nuit, bon, ça fait déjà le 2e jour. DMG, le matin très tôt, le lendemain, très tôt, elle se réveille, la maman se réveille. Quand elle va derrière la maison, c'était derrière la maison, DMG, quand elle essaie, je ne sais pas ce qu'elle voulait aller vers, c'est DMG, elle voit le corps de sa fille derrière sa maison. Est-ce que vous imaginez que votre enfant que vous avez porté 9 mois dans le ventre, vous la cherchez depuis 2 jours, vous appelez, parce qu'on connaissait très bien son petit ami. On avait même appelé son petit ami, demandé s'il avait vu. Il a dit non, complètement, il ne l'a pas vu. Voilà, ils avaient rendez-vous, mais je ne sais pas. Donc, toute la ville était tellement à la recherche de cette fille. Mais cette fille était derrière la maison de sa maman, derrière sa maison où elle vivait avec ses parents. Je vous assure que DMG, cette histoire-là vraiment a choqué toute la ville en question. Elle a été assassinée, en fait, elle a été étranglée avec les marques, vu que c'était une fille qui était très brune. C'est une fille qui était brune, donc elle a été étranglée. Il n'y avait pas tant, les gendarmes ont commencé à mener les enquêtes. Les enquêtes n'avançaient pas. Je vous assure que cette maman-là, elle a dit, comme vous ne trouvez pas des gens qui ont fait ça à ma fille, moi, personnellement, on va découvrir qui a fait ça à ma fille. Donc les gendarmes étaient déjà un peu plus sur la route du petit ami. Regardez un peu le petit ami, poser un peu des questions au petit ami. Forcément, c'est toujours le petit ami qu'on regarde. Donc, on était allé attraper le petit ami. Il était, comment dirais-je, il était en cellule. C'est pas qu'on l'avait déjà enfermé, mais il était en cellule parce que les gens disaient, non, voilà, c'est lui, mais il n'y avait pas de preuves. DMG, je t'assure que le petit ami de la fille a passé juste 24 heures dans cette cellule. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Non, excuse-moi, pardonne-moi. Je sais que c'est pas bon. Je sais que ce que je t'ai fait, c'est pas bon. Patati patati. Donc, en fait, il parlait seul. Bon, on a fait la cellule, mais on l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, chef, je vais vous dire la vérité. Elle me menace, elle me demande de lui dire la vérité. Donc, du coup, il parlait comme ça, en fait.
Il parlait seul. Il dit, elle est là. Donc, il pointe le doigt à gauche, il pointe le doigt à droite, en fait. À chaque fois, c'était comme ça. Nous, on ne comprenait pas. Donc, les gens ne comprenaient pas. DMG. Le monsieur a avoué tout. Il a dit la nuit en question, ils étaient ensemble. Maintenant, la fille, elle ne voulait pas dormir avec lui. Elle a dit, non, moi, je ne peux pas dormir. Voilà l'enfant. Il y a l'enfant, c'est maman qui garde l'enfant, certes, mais je ne peux pas dormir avec toi. Et c'était même pas le père de son enfant. Je ne peux pas dormir avec toi. Donc, s'il te plaît, je dois rentrer à la maison. Il a insisté. Il a dit non, non. On lui s'est dit peut-être que non, Lago devait aller dormir chez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, en fait. Donc, du coup, il a étranglé la fille. Étranglé la fille DMG. Je t'assure que vraiment, c'était machiavélique. Après, on l'a posé la question, mais attends, tu as fait comment pour soulever le corps? Il dit non, la nuit, en fait. La nuit, j'ai dû soulever le corps tellement il faisait tard. Donc j'ai attendu. Il a tout raconté DMG. La même manière dont il a raconté aux gendarmes, il l'a aussi raconté à la télévision. Il dit il voit la fille partout. Partout, il la voit partout. La fille, il dit non, la fille me dit non. Si tu ne dis pas la vérité, je ne vais pas te laisser en paix. Parce que tu sais ce que tu m'as fait. Parce que tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Je t'avais prévenu que je ne voulais pas. Donc, il relate tout ce que la fille lui dit. Je t'assure que le monsieur pleurait en direct à la télévision. Il racontait comment toute la scène en détail s'est passée. Donc, vous voyez que, sans vous mentir, aujourd'hui, il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. S'il vous plaît, les parents, essayez d'éduquer vos enfants. Donnez des conseils. C'est pas le fait de frapper l'enfant, bien c'est pas le fait d'être violent avec l'enfant. Il y a aussi une autre histoire similaire qui s'est passée dans la ville où je me trouve présentement, DMG, la petite de 15 ans. Elle a été assassinée par son petit ami. Et devinez de quelle manière elle a assassiné cette fille-là? En la brûlant. Brûlant vif, une petite fille de 15 ans parce que quoi? La fille ne voulait plus de lui. Donc il a brûlé la pauvre petite dans la maison. La maison était complètement en cendres. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on attrape le petit ami de cette dernière? C'est sa carte. Comment Dieu, en fait, vous regardez, vous voyez comment Dieu fait les choses. À la dernière minute, donc toute la maison a brûlé. Même le corps de la petite en question, il n'y avait plus, juste des os. Mais on a retrouvé la carte de son petit ami. Et lui aussi obligé d'avouer. S'il vous plaît les parents, conseillez, donnez les conseils à vos enfants. Une petite fille de 15 ans ne peut pas mener son copain dans la maison. C'est quoi ça? C'est quelle génération ça? C'est vrai qu'il y a des enfants qui dépassent vraiment les parents d'une certaine manière. Il y a des enfants incontrôlables, ça on le sait. Mais s'il vous plaît, donnez des conseils à vos enfants, s'il vous plaît. C'est très important. Cette génération, on n'en sait plus où on en est en fait. C'est devenu compliqué. Tellement, en fait, j'étais tellement terrifiée par cette histoire. J'étais tellement dépassée qu'une petite fille de 15 ans décède et sa mère n'a pas la possibilité de lui faire de funérailles, de l'enterrer comme ça comme on doit enterrer une petite fille de 15 ans. Non, franchement. Donc, c'était ça encore ma petite histoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et encore une fois de plus, protégez vos enfants, donnez des conseils, c'est très important. Très, très important. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Partagez, likez. En tout cas, ça fait du bien. Moi, ça m'a permis aussi de raconter mon histoire aujourd'hui. Ok. Mon histoire, c'est quoi? Mon histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, dans un petit village. J'ai été élevée, parce que moi, je n'ai pas connu mes propres parents, donc j'ai été élevée par ma grand-mère. Et cette dame-là, je vous dis que j'ai pas eu une vie facile avec elle. Non, j'ai pas eu l'amour d'une mère. Non, vraiment pas facile. Et je fréquentais
je devais choisir, parce qu'elle vendait, elle faisait commerce. Donc, je devais choisir entre mes études, parce que je ne pouvais pas faire les deux, au fait. Ça me pesait, ça me fatiguait. Quand j'arrivais en classe, je dormais et tout. Donc, je devais choisir entre mes études et puis elle, ces petits commerces qu'elle faisait. Donc, j'ai laissé mes études à classe de CM2, mais j'ai laissé mes études et commencé à vendre pour elle. Donc, dans ça, quelques années après, je suis tombée enceinte. Et quand j'ai accouché, la vie n'était pas toujours facile pour moi, c'était dur. Parce que la dame en question ne me prenait pas comme ses propres enfants. Voilà, moi je me sentais si différemment. Parce que moi je pensais que c'était ma propre mère. Mais après, j'ai su que c'était pas ma mère. Parce que la maltraitance était trop. Et c'est comme ça que c'est passé. Et quand j'ai accouché, j'ai perdu l'enfant. 3 mois après, j'ai perdu l'enfant. Et je tombais beaucoup malade, gravement malade. Je ne sais pas où maladie qui était, mais je tombais beaucoup parce que ça m'a fatiguée. Voilà. Donc quand je suis tombée malade, ma maman m'a envoyé chez un charlatan. Parce que moi, ma maman, elle va chez les marabouts, elle fréquente beaucoup les marabouts. Et puis, elle fréquente aussi les églises. C'est comme si elle est ici, elle est ici. Et quand je suis tombée malade, elle m'a envoyé chez le charlatan. Et c'est pas ce qu'elle voulait faire au juge. Et quand je suis arrivée chez le charlatan, quand je partais, mon papa adoptif m'a dit, si tu t'en vas et que ce monsieur décide d'avoir des rapports sexuels avec toi, tu m'appelles immédiatement parce que je ne suis pas d'accord. Mais, vas-y, tu n'as qu'à me faire signe, je viens te chercher. Au cas où il y a un problème, je dis, ok papa, j'ai compris. Puis je suis partie. Le soir, 23h, minuit par là, le monsieur m'appelle de venir dans sa chambre parce que j'étais dehors. Je suis rentrée. Il m'a dit de me déshabiller. J'ai dit pourquoi me déshabiller? Il dit déshabille-toi que j'ai quelque chose à faire. J'ai dit c'est quoi tu dois faire à ce que je me déshabille? Que je ne peux pas me déshabiller? Non. Il dit déshabille-toi, je dois mettre un médicament dans ton vagin. J'ai dit pas question. Tu me donnes, moi-même je fais. Ou soit on laisse tomber. Il a insisté, je dis non. J'ai appelé mon papa. Mon papa est venu me chercher, comme il a dit. Quand je suis arrivée à la maison la nuit, je n'ai pas dormi. Le matin, ma maman est en colère. Ma maman doit fait en colère. Elle s'est rendue chez le charlatan. Je ne sais pas. Se sont dit quoi là-bas. Ma maman est venue me dire si tu ne te retournes pas aujourd'hui même chez le charlatan. Il dit tu as menti sur lui. Donc il va te rendre folle. J'ai eu tellement peur DMG. Je me suis retournée. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'avais pas le choix, je suis partie. J'ai dit, mais Dieu, fallait me laisser mourir. Une mauvaise mère. J'ai commencé à pleurer, je suis partie. Quand je suis arrivée, le charlatan dit, tu as menti sur moi. Donc si je ne couche pas avec toi, je vais te rendre folle. Je dis, je ne veux pas. Donc quand je t'ai arrêté, je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur m'a envoûté au fait. Et il a couché avec moi. Quand il a couché avec moi, j'étais devenue faible. Il n'y avait plus la force. C'est comme si ils avaient pris quelque chose en moi. Ils avaient enlevé un poids sur ma vie. Quelque chose en moi, au fait, dans le monde spirituel. Je vous dis que depuis cette action s'est passée, je ne me retrouve pas. C'est comme si c'est la poids sur ma vie. Rien ne va. Avant, quand je rentrais quelque part, je t'ai aimée. Parce que je suis une fille très brillante. Je t'ai aimée à l'école, les maîtres aimaient mon affaire, tout le monde. Je t'ai aimée partout.
Mais je vous dis que tout a cessé depuis que ce marabout a eu des rapports sexuels avec moi. Tout a changé, rien ne va. J'ai commencé à avoir des maris de nuit. Il a dit tout ce qui est mauvais sur ma vie, tout bloqué, tout. Et je suis quittée chez cette dame, je suis venue en ville. Ça n'a pas été facile pour moi. Et cette dame était en complicité avec ce marabout. Parce que cette dame, c'est une grande sorcière. Et quand je suis arrivée en ville, il cherchait ma délivrance. Parce que si elle ne me fait pas délivrer, c'est pas bon. Parce que rien ne va. Je ne peux pas être dans une relation même qui peut faire 1 an, 2 ans, non. Toujours les autres choses. Donc, ce que j'aimerais dire à les parents, c'est quoi? J'aimerais dire aux parents, c'est quoi? Soyez attentifs, aimez vos enfants. Quand tu fais, même si tu es un enfant que tu n'as pas l'argent, Dieu ne va jamais vous laisser dans la vie. Aujourd'hui, cette dame a gâté ma vie. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas comment ma vie va être demain, vraiment. Mais comme on le dit, Dieu au-dessus de toutes choses, c'est Dieu qui délivre. Aujourd'hui, cette dame a assis sur ma vie. Quand je vais à l'église, ça sort. La révélation sort là-bas. Cette dame assise sur ta vie. Elle a vu ta grâce. Donc, elle va arracher. Ce marabout a pris quelque chose en toi. Donc, actuellement, c'est délivrance qui peut me sauver. Ne donnez pas votre enfant à tout le monde. Ne donne pas ton enfant à ta soeur, à ton frère. L'homme noir est méchant. L'homme noir est son cœur. Donc, c'était ma petite histoire. Likez, partagez, ça va aider plusieurs personnes qui sont dans les situations difficiles, maltraitance. Ouais, donc merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la 3e histoire. Salut DMG, salut la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait un bail là. J'espère que tout va bien. Que Dieu nous aide. Je viens là pour vous raconter l'histoire d'une de mes petites cousines qui vivait chez nous ici en Côte d'Ivoire. Elle est quittée au village au nord là-bas au Mali pour venir chez nous à la maison puisque nous tous sont partis à l'école. Donc il n'y avait personne pour garder la maison. Donc elle restait à la maison pour garder la maison. Et voilà. Et la fille, quand elle est arrivée, bon, elle était 14 et 15 ans comme ça. Mais physiquement, elle ressemblait à un enfant de 11 ans, 12 ans. Physiquement, elle ne faisait pas son âge. La fille est venue, bon, elle était à la maison, elle surveillait la maison. Bon, la fille n'était pas simple en tout cas. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai un 3e œil. Mais j'aime pas ce genre de choses. Donc, du coup, je ne prêtais pas attention à cela. Même la nuit, tout ce qui se passait dans la nuit, je voyais. Quand quelque chose veut arriver, automatiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc, du coup, j'informe la famille de faire tel sacrifice, de faire tant pour éviter la chose. Et quand la famille ne prend pas au sérieux comme ça, et la chose finit par arriver. Donc, j'étais comme ça la nuit, je dors, mais mon esprit était tout le temps éveillé. Donc, un soir, pour moi, j'ai l'habitude de me réveiller tard dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une voix qui me parle. Quand il y a un danger comme ça, la voix me dit non, réveille-toi, vas-y, va voir ce qui se passe. Ou bien viens au dehors, comme ça. Voilà, c'était un peu comme ça. Donc, du coup, moi, je n'aimais pas ce genre de choses. Donc, chaque nuit, avant de m'endormir, pour ne pas que ce genre de choses m'arrivent, donc je prenais l'ambition, je prenais mon Coran, je lis et je mettais les sourates dans mon téléphone. Je prenais mon téléphone et je mettais les sourates, j'écoutais jusqu'à ce que je m'endors pour éviter tout ce qui va arriver dans la nuit, pour ne pas que je me réveille. Donc c'était comme ça. Et cette nuit-là, j'ai oublié de faire ce que je devais faire. Donc je suis allée me coucher.
Au plus grand tard, minuit, 1 heure du matin, comme ça, je me suis levée. La voix m'a réveillée, en fait. C'est une petite voix qui me parle. Et la voix m'a réveillée. Je me suis levée. J'étais assise à ne rien faire. J'avais plus sommeil. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller m'asseoir au salon là-bas pour regarder la télé un peu, histoire de me distraire, quoi. Voilà. Donc, je me suis levée, je suis sortie. Et la voix me dit non, va voir dans la chambre de tes petites. C'est parce que moi, j'étais seule dans ma chambre. Et ma petite cousine dormait avec ma petite soeur dans l'autre chambre. Et les deux chambres faisaient face. Les deux chambres faisaient face. Voilà, et la chambre de mes parents était juste au milieu. Donc, je suis rentrée dans la chambre là-bas. Je vois que c'est ma petite soeur qui est couchée là-bas. Et ma petite cousine, elle n'est pas. Donc, j'ai réveillé ma petite soeur. Elle aussi, quand elle dort, on dirait quelqu'un qui est déjà mort. Il dit, je l'ai tapé, elle ne bougeait pas. Elle dormait profondément. Donc, je l'ai laissée. Je suis sortie. Je suis allée, parce que la douche, on avait une douche juste à côté de la chambre là-bas. Donc, je suis rentrée là-bas pour aller voir. Il n'y a personne. Je suis allée dans la cuisine, il n'y a personne. J'ai fouillé dans toute la, puisque la maison était grande, il y avait beaucoup de couloirs dedans. Donc, j'ai fouillé partout. Je n'ai pas vu ma petite cousine. Donc, je suis sortie au dehors même. Parce qu'il y avait c'était une grande villa, quoi. Il y avait les toilettes derrière là-bas pour les invités. Donc, je suis allée là-bas. Il n'y a personne. J'ai fouillé dans toutes les chambres. Parce qu'il y avait 4 chambres à l'arrière. Il n'y avait personne dedans. J'ai dit, ah, elle est partie. Donc, je suis revenue. J'ai fermé tout. J'étais assise au salon là-bas. J'ai dit, ah, celle-là va venir me trouver ici. Donc, j'étais assise. Du coup, le sommeil a failli me prendre comme ça. J'étais ni éveillée, ni dormie. Donc, du coup, je me suis levée en même temps. J'ai dit, attends, je vais aller voir dans les chambres. Entre le salon et puis notre chambre là, il y a un petit couloir. Et le couloir, il y avait un portail là. Et il y avait un portail. La porte bougeait dans tous les sens, quoi. Quand tu es dans le salon, tu peux pousser pour aller dedans là-bas. Et quand tu es dans le couloir, tu peux pousser pour venir vers le salon. Donc, la porte était comme ça. Donc, la porte faisait beaucoup de bruit. Donc, j'ai pris un petit caillou. J'ai mis ça juste en bas pour ne pas faire trop de bruit. Donc, j'ai traversé. Du coup, dès que j'ai dit, il va éteindre la lumière, je vois ma petite soeur, ma petite cousine, qui était arrêtée juste derrière ce portail-là. Juste derrière la porte là. Il dit, j'ai paniqué en même temps, elle a sucé. Il dit, toi la tête tout. Donc, je l'ai pris par ses oreilles. On est rentré dans la chambre là-bas. J'ai dit, tu étais partie. Elle dit, non, qu'elle était ici. Il dit, tu n'étais pas ici. Elle a nié. J'ai dit, ok. Moi, j'ai fouillé dans toutes les chambres. J'ai fouillé dans les toilettes, dans les cuisines. Je suis partie jusqu'au dehors, mais il n'était pas vu. Pourtant, toutes les portes étaient fermées. Il dit, prochainement, si tu vois encore là, genre, il n'est qu'à venir voir dans ta chambre, tu n'es pas. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Elle dit, ok. Donc, je suis allée me coucher. Le lendemain, nuit encore, c'est pareil. Je me suis levée d'un comme ça. Je suis allée voir si la fille dormait là-bas. Je suis allée voir, elle était couchée. Donc, je suis revenue encore. J'ai fait ça pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, je regardais ma fille, elle était couchée dans le lit. Donc, j'ai oublié. Donc, comme à chaque fois que je partais, je la voyais. Donc, du coup, je me suis dit, non, qu'elle va plus recommencer. Donc, j'ai arrêté d'aller regarder dans la chambre. Et un soir, excusez-moi, et un soir, je me suis levée encore, je suis allée voir là-bas, la fille n'était pas là-bas. Donc, j'ai fouillé dans toutes les maisons, j'ai fouillé dans tous les coins et les coins. Je n'ai pas vu ma cousine là. Et je suis allée m'asseoir au salon. J'ai fait plus de 30 minutes. J'étais assise là-bas. Pourtant, toutes les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Tu ne peux même pas sortir dans la maison même. Tu ne peux pas sortir de la maison sans qu'on le sache. Parce que, avant de sortir là, dès que tu vas ouvrir la porte là, c'est bruit en même temps. Donc j'étais là, j'étais assise. Je me suis levée après ça, le voir. Je vais voir ma cousine. Elle est assise au milieu du lit, en train de jouer avec un sachet noir. Dès que je suis rentrée là, elle a sucé en même temps. Elle a sucé en même temps. Elle dit, aïe, toi, je t'ai dit quoi la dernière fois là? Tu penses que moi, j'aime tout ce que tu fais là, je suis pas pour moi, ça quoi. Hein? Ça fait maintenant la 2e fois. Si tu es femme, si tu sais que tu es une vraie sorcière là,
troisième fois, là, je me dis, quand tu vois encore, ça va ce qu'il va te montrer. Pourtant, il disait ça, il a fait très peur. Il dit, mon cœur battait en vitesse, me dit, mon cœur battait la chamade. J'ai dit, ja. Et je n'ai pas montré à la fille que j'avais peur. Il les menaçait bien même avant d'aller me coucher. Le lendemain, elle ne pouvait pas me regarder face. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Et puis, la fille, ce qui était bizarre chez elle, c'est qu'elle était tout le temps isolée. Genre, elle ne s'approchait pas aux gens comme ça. Elle ne s'approchait pas aux gens. Elle était tout isolée. Souvent, même tu lui parles, même son esprit. C'est comme si son esprit était ailleurs. Tu l'appelles et tu dis, ah, je vais surnommer la fille Fatim. Tu dis Fatim, tu l'appelles même. Ton fils ne parle avec elle même. Son idée n'est même pas sur toi-même. Et quand tu finis de parler, là, elle te demande que tu disais quoi. Une petite fille comme ça, mais elle est âgée. Que tu l'as vu un enfant de 11 ans. Elle avait entre 14 et 15 ans comme ça. Donc, ma maman est partie au village. Ben, moi, il n'est pas dit à maman ce que la fille faisait. Notamment, il savait que la fille était une sorcière. Parce que moi, je peux dire, avant là, je sortais. Tout ce que les gens font la nuit, tout ce qui s'est passé dans la nuit, je voyais tout. Mais il n'était pas une sorcière. Je voyais tout. Donc, ça faisait que, même pour m'affronter, même là, les gars ne pouvaient pas. Donc, ma maman est partie au Mali. Maintenant, au village, là, il y a un endroit là-bas. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, puisque moi, je ne suis pas à quoi aller là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, ma maman est partie confier ses enfants là-bas. Quand tu vas confier tes enfants là, tu fais sacrifice. D'autres envoient moutons, d'autres c'est bœuf, et d'autres c'est poulet. Donc, ma maman, elle est partie avec 4 poulets, puisqu'on était 4. Donc, maman est partie avec 4 poulets pour nous confier là-bas. Quand tu vas te confier là, sorcier, peu importe son pouvoir là, sorcier peut pas t'atteindre. Sorcier peut même pas t'atteindre. Et puis, si par exemple, comme ça, entre nous quatre là, si quelqu'un était sorcier, ça allait prendre la personne. La personne allait devenir fou. Donc, quand tu es sorcier là, tu ne peux pas faire. Donc, maman est partie faire pour nous. Donc, si sorcier veut nous attaquer comme ça tombe sur la personne. Donc, à l'aile, on est blindé. Donc, quand maman est venue du village, elle a envoyé des trucs, je ne sais pas comment on appelle ça même. En tout cas, elle a envoyé des médicaments. Elle dit non, en fait, c'est lavé avec. Donc, chacun avait pour lui. Puisqu'on était 2 filles, 2 garçons. Donc, moi, je suis au milieu de 2 garçons. Ouais, non, j'étais au milieu de 2 garçons. Donc, elle a envoyé, chacun a pris pour lui. Donc, on faisait les traitements, tout ça. Quand on a commencé à faire ce traitement, elle dit, la fille là a commencé à maigrir, non. Tout elle mangeait plus que tout le monde dans la maison, mais elle a commencé à maigrir. Tu vois, ses vévis sont sortis comme ça, elle dit, elle maigrissait de jour en jour. Un jour, maman l'a appelé pour dire, ah Fatim, tu as quel problème? Pourquoi chaque jour tu maigris de jour en jour? Moi, je ne suis pas contente de ça. Ils vont dire non, que je te maltraite, pourtant ce n'est pas le cas. Elle dit, ah maman, je n'ai rien. Il dit, la fille, non, elle était devenue maigre, non. C'est dans ça maintenant j'ai raconté l'histoire à maman. Ma maman dit, oh, peut-être que la chose qu'ils sont allés faire au Mali, là, au village, c'est ça qui est en train de jouer sur elle. Celle-là, si je ne la renvoie pas au village, là, elle va me créer des problèmes. Parce que c'est quelque chose là, quand ça est dans la maison comme ça, là, sorcier, même pour s'approcher de la maison, même là, c'est un problème. Soit tu deviens folle ou bien fou, soit tu meurs. Donc, ce qui est mieux là, ce qui est préférable là, je dois l'envoyer, je dois la ramener au village. La fille, son papa est à Odini. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. C'est pas à Odini, non là-bas. Son papa à Odini. Donc, sa maman est au village là-bas, sa grand-mère est au village là-bas. Donc, maman l'a ramenée chez son papa là-bas, à Odini. Et son papa aussi l'a envoyé au village. Elle est partie au village, elle n'a pas fait 1 mois. Ils l'ont mariée. Actuellement, même là, elle est là-bas. Mais, elle n'est plus comme avant, quoi. Parce que c'est que maman allait faire au Mali là. Ça a trop joué sur elle. Donc, du coup, maman l'a ramenée là-bas. Ça vous dit aux gens que c'est vrai que la religion existe. Mais nos trucs traditionnels là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est vrai que la religion existe. Mais ne laissons pas ce qui était avant la religion. Vraiment, mais nous, on est musulmans. On est musulmans à 100%. Côté paternel. Comme côté maternel, nous on est musulmans. Mais on n'a pas laissé les traditions.
Si ce n'était pas à cause de ça, peut-être que la fille allait faire du mal à quelqu'un de la famille, qui sait. Et puis, ce qui m'a sauvé, la famille même, ce qui nous a sauvé, c'est que moi, je voyais ce que la fille faisait. Donc, du coup, elle avait très peur de moi. Même quand je parle, la fille là, quand je parle là, elle dit, elle peut même pas me regarder face même. Elle avait tellement, même qu'elle attend ma voix comme ça, elle trempe sur elle. Donc, c'est pour dire que non, faut pas on va négliger les trucs d'avant là. C'est vrai que la religion, c'est, moi je suis musulman, tu es chrétien, tu es quoi même là, peu importe ton croyance là, il ne faut pas laisser les trucs d'avant de nos ancêtres. Parce que ce que les arrière grands-parents faisaient là, c'est ce qui agit sur les enfants d'aujourd'hui. Et j'ai une autre histoire encore que je vais venir vous raconter après. Là aussi, c'est histoire de possession. Voilà. Dans une maison, tout le monde est possédé. Donc, je vais venir vous raconter ça aussi. Voilà, merci. C'était ma petite histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou la famille DMG, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens encore avec une autre histoire. C'est l'histoire d'un couple. Le monsieur est français, la femme c'est une Gabonaise. Ils vivaient ensemble, ça faisait déjà au moins 2 ans qu'ils venaient après qu'ils se sont connus, qu'ils étaient déjà ensemble. Ils ont fait une connaissance, ça fait cela 2 ans. Donc ils vivaient dans presque une cité. Et cette cité-là, il y avait tellement de maisons, donc il y avait des voisins à gauche, à droite, forcément. Donc, après 2 ans, a-t-on cherché, ils ont tellement cherché un bébé, voilà maintenant que la femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte, ils étaient tellement excités, en fait. Un événement qu'ils attendaient depuis fort longtemps, donc il y a de quoi être et l'autre là, heureux, être impatient de la venue de cet enfant. Donc, même bien avant qu'on connaissait comment les blancs sont, bien avant même que le ventre ne soit sorti, il a commencé à faire le trousseau de la femme, acheter les choses du bébé. C'était vraiment, en fait, c'est un événement que les deux attendaient. Maintenant, l'occasion s'est présentée, donc c'était une joie vraiment dans le quartier. Et suite à ça, au lieu de cacher ça, parce que chez nous, il y a chez nous ici au Gabon, je pense bien que il y a le plus souvent, il y a certaines personnes qui n'annoncent pas leur grossesse au début. C'est peut-être après, mais non. Mais ils attendent même que les gens découvrent qu'ils sont enceintes, tout simplement. La dame était tellement l'autre est contente avec son mari, donc je sais pas si c'est le fait d'être contente, le fait d'être émue qui a fait en sorte qu'elle puisse divulguer la nouvelle partout, parce que c'est pas tout le monde qui aime aussi la voir dans le quartier. Elle a divulgué la nouvelle. Je vous assure que 2 mois, les mois sont passés, 4 mois sont arrivés et elle permettait à tout le monde puisse toucher son ventre. Elle permettait que tout le monde puisse toucher son ventre en fait. Donc c'était une situation vraiment que bon, le blanc lui ne voyait pas ça de bizarre. Parfois quand il revient du travail, il trouve sa femme, il y a des gens, ils sont en train de toucher le ventre, comment le bébé bouge. Donc 5 mois. À j'avais oublié, chaque mois, vous savez très bien que non, la femme a le droit à aller faire des visites, chose que les deux allaient toujours faire ensemble. Donc, il le faisait à chaque fois. Mais en fait, il n'y avait rien à signaler, la grossesse se passait à merveille. Ce qui se passe après, c'est que au milieu du 7e mois, on décide d'aller faire une échographie. Voilà, comme d'habitude, elle va faire l'échographie, elle va faire le bilan, tout et tout, les visites en un mot. Je vous assure que DMG, on découvre que non, en fait, il n'y a pas de bébé dans le ventre. Le bébé a disparu de radar. En fait, il y a le ventre est bien sorti, il est bien là, mais le bébé a disparu. Je vous assure que, en fait, le blanc était, je ne sais pas comment le blanc était dépassé. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a commencé à parler, mais c'est quoi ça? Vous connaissez comment les Français parlent, mais c'est quoi ça? C'est du vampire ou quoi? Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Comment un bébé va disparaître? On fait l'échographie, je vous assure qu'il n'y avait rien. Au bout de quelques semaines, il n'y avait plus le ventre. Le ventre a disparu, en fait. Le ventre était bien arrondi, en fait. Il a disparu.
Je vous assure que le monsieur, au bout de 2 mois, hein, le monsieur ne pouvait plus. Il a quitté la femme parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il a dit non, mais je confesse, vous les Africains, vous savez le vampire. C'est de la sorcellerie là. Comment un bébé va disparaître du ventre? Tellement elle était abasourdie, en fait, elle était tellement dépassée, elle ne comprenait pas ce qui l'arrivait. Elle est allée chez un praticien, pardon. Arrivée là-bas, le praticien lui a dit, mais attends, tu ne peux pas accepter que tout le monde puisse toucher ton ventre quand tu es enceinte. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est pas tout le monde qui va aimer te voir enceinte. Il faut toujours garder certaines choses pour toi. Parfois, attends même que certaines personnes le découvrent. Donc, pour moi, la leçon à tirer dans cette histoire, c'est de ne pas toujours dire tout aux gens. Tu peux tomber enceinte, ou bien tu peux avoir quelque chose de bien dans ta vie. Tu n'es pas obligé de le dire à l'instant aux gens. Attends d'abord, je ne sais pas. Attends même que les gens puissent même le découvrir. C'est même mieux. Et d'être enceinte, je pense que beaucoup d'entre nous ici au Gabon, nous, on se méfie. Tu ne peux pas dire parce qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines, tu dis, voilà, je suis enceinte aux gens. Non, non, non. Nous, on attend toujours les mots bien. On attend que les personnes eux-mêmes le découvrent. Donc, à force de divulguer souvent sa vie, on sait que non, ça fait plaisir. Il y a des choses, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des émotions qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est un conseil. Je vous assure. Trop dire des choses, c'est pas tout le monde qui nous veut du bien. C'est pas tout le monde. Donc, prenez soin de vous. Le dicton toujours et toujours, commentez, likez, partagez, c'est très important. Je vous laisse. Bisous, bisous à tous. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, ce soir, je viens par ici pour vous conter une histoire qu'on a vécue, que j'ai vécue chez nous dans notre village. Il s'agit d'une famille voisine. On a grandi presque ensemble et je vais parler spécialement du voisin qui est mort d'une façon tragique. Voilà. Dans la famille, ils sont 4 garçons et 3 filles. 4 garçons et 3 filles. Et il n'y a que les filles qui ont reçu leur vie. Maintenant, parmi les garçons, il n'y a que un qui a pu gagner sa vie. Lui, au moins, il a la richesse, il est agriculteur et éleveur, reconnu, titré dans la région des Plateaux. Donc, il a 2 femmes. Les 3 autres sont des problèmes. Mais vraiment de vrais problèmes. Parce qu'ils sont des gens qui sont problématiques. Ils provoquent les gens. Ils créent des problèmes, des bagarres, n'importe comment, n'importe où. Genre, il y a un même, lui peut se lever un matin s'il t'attaque là. C'est-à-dire, on dirait il fait son programme. S'il dit qu'aujourd'hui, toi là, c'est toi, je vais insulter toute la journée. Rassure-toi, il va le faire bien propre. Il va t'insulter du matin jusqu'au soir. Et si tu n'es pas quelqu'un qui te retient, tu vas rentrer en palabre avec lui et vous allez vous bagarrer même. Et parmi eux-mêmes, ils se font les bagarres. Ils se bagarrent et quand ils commencent à tuer, quand ils commencent leur bagarre là, c'est des machettes, des couteaux, des cailloux, des bois. Non, on fuit même, on rentre dans le charbon, on s'enferme. Parce que tu ne sais pas faire, tu vas prendre balle perdue. Ils vont lancer un caillou. Si toi tu es à côté, tu peux prendre ça comme ça, cadeau. Donc, quand ils commencent leur bagarre entre eux, chacun s'efface. On quitte nos maisons, on quitte les lieux, on les laisse la place, ils se bagarrent très bien, ils se blessent. Et si c'est calme, chacun sort de chez lui. Donc, c'est comme ça chaque jour. Maintenant, celui qui a réussi sa vie, il ne s'entend pas avec ses frères. D'abord, ce sont des gens qui sont réputés dans la sorcellerie. Chacun d'eux en a.
Tout le monde, même jusqu'au papa. Leur papa est déjà mort, mais son histoire, c'est une autre histoire. Mais les trois autres là, leur sorcellerie là, ils ne cachent pas ça. Ils les crachent. Ça dit vis-à-vis, ils te disent ça. Et ils envient la personne, le frère qui a reçu sa vie. Ils s'en vont jusqu'à lui dire qu'ils vont le tuer, qu'il se voit trop. L'argent qu'il a là, il ne le respecte plus. Il se croit le maître de la maison. Il se croit l'héritier de leur papa, alors que le papa n'a rien laissé comme héritier. À part les 3 pièces dans lesquelles ils sont grandis, il n'a rien laissé. C'est le frère là qui a conçu d'autres maisons dans la maison. C'est lui-même qui prend la charge de tout le monde dans la maison. La scolarisation des autres et tout ça, les neveux, tout ça, c'est lui, il a pris en charge tout le monde. Mais il ne s'attend pas avec ses frères. Il y a querelle chaque jour. Il y a querelle chaque jour. Jusqu'à ce que le plus petit des quatre là, il a voyagé, aller au Bénin, faire des gris-gris pour tuer son grand frère. Maintenant, quand il est revenu de son voyage, selon ce qui a été dit là-bas, lorsqu'il va revenir, il doit provoquer un bagarre entre lui et son grand frère en question. Et avant que la bagarre plutôt ne commence, il faut que c'est lui qui donne le premier coup. C'est-à-dire le petit qui est parti faire le gris-gris là. C'est lui qui doit donner le premier coup à son grand frère. Mais s'il laisse à ce que son grand frère lui donne le premier coup, le gris-gris ne fonctionne plus. C'est ce qui a été dit. Maintenant, quand il est venu, étant dit, il a commencé par provoquer son grand frère. Il insultait, il disait de n'importe quoi pour l'énerver. Jusqu'à ce qu'il lui dise, s'il est garçon là, s'il sait qu'il est garçon, il a la force, il n'a qu'à venir, ils vont se bagarrer. Le grand frère n'a même pas boudé. Déjà, lui sait déjà ce que son petit frère est parti faire là-bas. Donc, il l'ignorait. Maintenant, quand le petit frère a su que le grand frère ne le calcule pas, il a attaqué la femme du grand frère. Il a commencé par l'insulter, que lui va gifler la femme là. C'est là le grand frère a réagi, mais de façon intelligente. Il a laissé quand le petit frère lui a fait le dos. Et il a giflé par derrière. Quand il a giflé en même temps, là, le petit frère a chié sur lui. On dirait, vous voyez, quand on met de la bouillie dans la plastique, on perce brusquement plutôt, façon dont le caca sort là. C'est comme ça. Quand il a eu les gifles là, caca a sorti, on dirait urine. En même temps, il est mouillé. Ça dit, c'est diarrhée même. Il a eu en même temps quoi. Il a chié sur lui. Ah, quand il a chié sur lui, tout le monde a commencé par crier. Il a eu honte. Les mouches même le suivaient. Il a pris la route pour, on dirait, on l'a glacé. Il ne parlait même plus. Il a juste pris la voie de sa chambre. Il est parti s'enfermer là-bas avec caca là sur lui. Quand il est parti même rentrer dans sa chambre, on dirait le gifle là l'a saoulé. Il est dormi un moment donné avant de sortir, aller se doucher. Et là, le grand frère dit que toi, vous êtes petit devant moi. Tout ce que vous faites dans la maison ici, je vous vois là. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop. Tu penses ce que tu es parti faire au Bénin? Je ne sais pas. Je suis au courant de tout. D'accord? Tu n'as encore rien vu. C'est ce que je t'ai fait là, c'est petit ça. Il faut encore essayer un jour, tu vas voir ce que tu auras. Et ça s'est passé comme ça. Après maintenant, le grand frère, comme j'avais dit, il est éleveur de moutons et chèvres et en même temps lui-même revend ça. Il a ses clients à qui il livre les mardis. Le marché de chez nous, c'est les mardis. Donc chaque mardi, il vend ses chèvres, il revient. Mais quand il part au marché, après la vente, il revient là, il ne ressort plus. Il ne ressort plus. Il a une boutique à la maison. Il reste dans sa boutique jusqu'au lendemain.
c'est comme ça. D'habitude, c'est ça. Il ne ressort plus après être revenu du marché. Maintenant, un mardi, on était là, il est revenu comme d'habitude, mais très joyeux. Il a appelé l'enfant de sa deuxième femme. C'était la petite, la Benjamin de tous ses enfants. Il l'a appelé et il s'amusait avec l'enfant. Il a acheté, le jour-là même, moi, je vendais l'arachide parce que c'était le moment des vacances. On fait nos petits jobs, donc on prépare de l'arachide frais. On vend chaque mardi sur notre devanture là-bas. Donc, il a acheté l'arachide là. Il mangeait avec son enfant, très content. Il taquinait l'enfant, il riait d'une façon, tellement il était content, on savait pas d'où provenait sa joie. Ah, c'est bon, on est là. Brusquement, il a appelé sa femme, il s'est levé d'une façon brusque, comme si quelqu'un qui a reçu un coup de fil. C'est-à-dire, on ne l'avait pas sonné, il n'avait pas reçu d'appel. Mais de façon dont il s'est levé, on dirait on l'a appelé. Et il s'est levé en même temps, il appelle sa femme de venir rester, sa deuxième femme, de venir rester dans la boutique. Il doit sortir, qu'il doit retourner au marché, aller récupérer quelque chose. Sa femme dit, aïe, mais tu viens de rentrer, non? C'est quoi? Il y a dessus urgent et tu pars vite, vite comme ça. Il dit, non, qui va revenir tout à l'heure? Quel gars de la boutique qu'il arrive? Il est parti prendre sa moto. Il est sorti. Quand il est sorti, ça n'a même pas fait 5 minutes. Nous, on n'est pas loin de la route internationale. Genre, si tu sors, on est sur une voie. La voie qui part traverser la route internationale et qui va directement au marché. Si tu es chez nous, tu sors sur la voie, tu peux voir la route internationale de loin. Donc, on voit c'est-à-dire, on attend les aides-man qui revenaient de là, qui disent qu'il y a eu un accident. Qu'il y a eu un grave accident et la personne est morte sur place. Mais on se demande c'est qui a eu cet accident. Ça n'a pas duré. Il y a un ami, un monsieur qui revenait du marché, qui vient informer la famille, c'est-à-dire nous qui étions là-bas. Et c'est comme ça, le grand frère là a eu un accident. Et c'est lui qui a eu l'accident et il est mort sur place. Comment ça? Et il nous raconte comment ça s'est passé. Il nous fait savoir que quand il voulait traverser la route, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il était seul, ce n'est même pas qu'il y a une voiture qui l'a connu. Seul, il est tombé. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose l'a transporté, allait jeter dans le caniveau, quoi. Et maintenant, quand il est tombé, il n'est pas mort en même temps. Quand il est tombé, de toute façon, dans sa tête a cogné les pierres, les cailloux d'à côté du caniveau, là. Il tremblait, le sang jaillissait. Mais personne ne voulait s'approcher de lui. C'est comme ça, il tremblait jusqu'à ce que, ça dit, il s'est éteint. C'est quand il s'est éteint maintenant, les gens ont vu qu'il ne bouge plus et ils courent maintenant pour aller voir si il va bien. Ils sont partis le voir, il ne bouge plus, ils l'ont transporté. Maintenant à l'hôpital, on leur fait savoir que non, la personne est déjà morte. La personne est déjà morte. Et le grand frère, si gentil, il est gentil. Hein. Parmi eux tous, c'est le plus gentil. C'est la personne qui rit le plus même. Et il est mort tristement comme ça, d'une façon mystique, tragique, inexplicable. Maintenant, quand il est mort comme ça, il y a ses frères, ses grandes soeurs, il y en a qui sont à Lomé, il y en a qui sont à Cotonou. Maintenant, quand il est mort, les sages du quartier disent que non, la façon dont le gars là est mort, c'est pas normal. On ne doit pas le mettre
à la mort qu'on doit enterrer. On doit l'enterrer le même jour. Même ses petits frères, ses grands, ses autres frères disent que oui, qu'on doit l'enterrer, on doit le mettre à la mort. Il y a les sœurs qui ne sont pas là. On ne peut pas l'enterrer sans que les autres ne le voient. Mais les autres, les sœurs disent que non. Parce que la personne, dans notre tradition, si une personne est morte comme ça, on enterre le même jour et la personne fait sa vengeance. Et je vous dis, DMG, si on avait enterré le gars là le même jour, là, la personne qui est derrière sa mort là, il ne peut pas voir le jour. Il ne va pas voir le jour parce que le gars là, c'est vrai, il est gentil, mais si tu le cherches là, tu vas le trouver. Il agit bien propre. C'est d'abord quelqu'un qui est de grande taille. C'est un Django. Il est chaud, quoi. Maintenant, ses petits frères se sont opposés catégoriquement que non, il doit le mettre à la morgue. Et même, ils s'en vont jusqu'à vouloir taper les sœurs qui disent qu'on doit l'enterrer le même jour. Et eux, ils ont cédé, ils ne sont pas de la famille. Ils ont cédé, ils sont partis mettre le gars à la morgue. La même nuit où il est mort, d'abord, on n'a pas dormi la nuit. C'est comme ça, il est revenu pleurer dans la maison, mais toute la nuit, c'est des pleurs. Il fait des va-et-vient, il pleure. Le lendemain, quand ses soeurs, on a appelé rapidement, ses soeurs, elles sont venues, on a organisé l'enterrement, on l'a enterré toute la semaine. C'est des pleurs dans la maison. Il vient toutes les nuits, il pleure. Maintenant, ils sont partis demander, ils ont dit que, ils sont partis demander quoi, voir ce qui se passe, pourquoi sa présence encore. Et on les a fait savoir que il s'est gravement blessé lors de son accident. Donc, les blessures lui font mal. Il va falloir chaque nuit chauffer de l'eau, déposer dans la maison, comme ça, il va venir et soigner ses blessures. Et c'est ce qu'ils ont commencé par faire. Les peurs ont cessé un peu. Maintenant, il y a une vieille dame chez nous qui vend comme chaque matin. La dame se lève souvent très tôt le matin. Il fait ses préparations et le jour venu, il va. Maintenant, un jour, un matin très tôt, elle s'est levée comme d'habitude pour aller mettre en place sa chose. Elle a croisé le monsieur, la personne qui est morte là. Elle l'a croisé. Il sortait de sa maison, toujours en pleurs. La dame n'a pas eu peur. C'est une gagnante, elle n'a pas eu peur. Elle l'a appelé par son nom. Et le gars s'est arrêté. Et la dame lui dit courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mon fils. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la paix, beaucoup de courage. Il s'est arrêté, il a écouté tout ce que la dame a dit. Et il a repris sa route en pleurant. Sa mort a touché beaucoup de personnes. Ça nous a anéantis. Ça nous a fait froid au dos. Dans le quartier, c'est devenu calme. Maintenant, quand il est mort, on n'avait même pas fini de l'enterrer quand ses frères et autres frères ont commencé par se partager ses héritages, ses habits, sa moto. Il avait 2 motos. Il faisait programme même pour acheter une voiture qu'on l'a tué. Son champ, il avait des récoltes. Lui, ça dit, lors des récoltes de maïs, par exemple, c'est tout un village qu'il part. Les femmes vont jusqu'à dormir là-bas, faire des jours, même il peut faire 1 mois juste pour faire la récolte du maïs. Les récoltes, n'en parlons plus. Ses frères ont commencé par se partager les choses. Ils ont chassé sa femme. Avant de la chasser, ils ont eu le temps de la bien frapper jusqu'à la blesser. La femme s'est enfuie avec ses enfants.
La première femme autre n'était pas présente lorsque tout ça se passait. Parce qu'elle était d'abord folle. Et l'autre, c'est une autre histoire. Elle est devenue folle. On l'a amenée dans un centre de prière. Donc, elle n'était pas présente quand tout ça s'est passé. Le décès et tout ça de son mari, elle n'était pas là. Donc, c'est la deuxième femme qui a subi tout ça là, quoi. Elle s'est enfuie pour sauver sa vie. Maintenant, quand il est mort, après, un jour, bon, ça fait des mois, hein. Ça peut faire 3 mois. Après, on est dans la maison, il y a un monsieur qui est revenu du marché de Wahala. Le marché qu'on appelle marché de Wahala. Il est revenu en même temps. Alors, dans la maison, il est parti rendre visite à la maman du défunt. Et il a salué. Il a dit à la dame que oh, ton enfant n'est pas encore revenu. La mère demande, mais quel enfant? Le monsieur dit, celle qui vend les moutons, celui-là qui vend les moutons. La dame dit, revenons d'où? Le monsieur dit, mais on s'est croisés au marché. Moi, j'avais fini de vendre pour moi, je rentrais. C'est maintenant que lui venait et il m'a dit que ça de lui dévancer, que lui aussi va rentrer bientôt. Donc, moi, je croyais qu'il est déjà revenu. C'est pourquoi je suis venue le voir pour le saluer. Ça fait longtemps. En même temps, tout le monde s'est mis à pleurer. Le monsieur est étonné de ma bête. J'ai dit quelque chose de mal. Là, ma autre n'arrivait même plus à parler. Parce que dans la famille, c'était l'enfant sur qui elle a espoir. C'est d'abord lui qui l'a nourri. C'est lui qui lui faisait tout. Donc ça, moi, l'a beaucoup touché. Maintenant, un monsieur qui revient de nulle part dira encore qu'on l'a vu quelque part. Vraiment, la vie n'en pouvait plus. Et c'est l'un de ses frères bandits là, sorciers là, qui est sorti dire au monsieur que ton ami là est mort depuis, tu n'es pas au courant. Il lui dit non, mort comment? Je viens de croiser la personne au marché. On dit non, il est mort, on a fait sortir les photos. Le monsieur est tombé évanoui. Quand il s'est réveillé, il n'a même pas dit un mot. Il a juste pris la route de sa maison. Il ne fait que secouer la tête. Ça lui, il est dépassé. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui venaient dire qu'ils l'ont vu ici, qu'ils l'ont vu par là, et tout ça. Mais maintenant, bon, ça c'est ça. Mais dans la famille, ça ne va plus. Ça ne va toujours pas. Hein. Après le décès du grand frère là, il y a l'un de ses frères qui est mort aussi d'une façon tragique. Je vais revenir là-dessus. Merci. Bon écoutage chacun de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou la famille DMG, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens avec une histoire vraiment qui m'a vraiment touchée en fait. C'est l'histoire de mon frère, mon cousin en fait. Aujourd'hui, que grâce à Dieu, vraiment, il est là, ça va pour le mieux dans sa vie en fait. Je vous assure que... en tout cas, voici l'histoire. C'est l'histoire de mon frère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon cousin, qui vraiment, à l'époque, il était en 4e, voilà. Donc, il était en 4e. Il vivait avec sa maman. En fait, l'école n'avançait pas. Vous voyez un peu du genre que vous tournez sur place, en fait. Mais c'est la soeur de ma maman, en fait. Donc, du coup, quand il a décidé, mon frère a décidé de venir apprendre chez ma mère, chez ma maman. Donc, ma mère, chose qu'elle acceptait, bien sûr. C'est son neveu, donc elle lui a élevé, donc c'était bien pour elle. Il est venu à la maison. Entre-temps, ma mère... en fait, normalement, cette histoire a 2 parties, mais là, je vais vous parler de la première partie. Donc, il est venu, comme j'ai dit, il est venu
il est venu rester à la maison. Ma mère, elle était déjà au courant de tout en fait. Pourquoi? Parce que sa soeur lui menait la vie dure. Ma mère, comme quoi, elle ne devait pas se marier avant ma mère, avant maman. Ma mère devait, pardon, ma maman ne devait pas se marier avant elle. Ceci, cela, pourquoi c'est elle qui a le mari. Vous voyez un peu des petites jalousies et c'est allé un peu loin dans le mystique. Je vous assure que elle a fait ça à son propre enfant. Comment une mère va faire ça à son propre enfant? Lui donner comme femme mystique une sirène des eaux. Une sirène aujourd'hui. Je vous assure que cette histoire est tellement longue, mais je vais passer à l'essentiel. Mon frère est venu chez ma mère apprendre chez nous ici, en classe de 4e. Ma mère était au courant de tout parce qu'elle a été, en fait, la prophétie était sortie. Ma mère, c'est quelqu'un qui prie énormément. On prie énormément. Donc, quelque chose, la prophétie est sortie et on le lui a détaillé. Et ce n'était pas la première fois qu'on lui disait ça à chaque fois. À chaque fois. Des gens, en fait, des prophéties sortaient comme ça. Les gens lui disaient que non, ta soeur ne te veut pas du bien. Parce qu'il faut savoir aussi que ma tante, elle est jumelle. La soeur de ma mère, elle est jumelle avec un garçon. Ta soeur ne te veut pas du bien. Est-ce que tu sais que ta soeur t'a fait ça, 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 ça? Et ses propres enfants, son fils. Son deuxième fils, son fils et son premier fils. Elle a fait ça, son premier, elle lui a collé une sirène mystique. Et la sirène mystique, elle réclame. Mon frère est quitté là-bas, je vous assure que mon frère lui n'était pas au courant de ça. Vous voyez que c'était compliqué que ma mère puisse dire ça à mon frère. Donc elle voulait que lui-même il le sache, lui-même il découvre. Mais par la grâce de Dieu, ma tante, il y a l'une de mes tantes qui prie extrêmement, qui prie énormément, je vous l'ai dit, qui le lui a dit. Et avec les prières et avec le suivi, aujourd'hui mon frère vraiment il est délivré. Si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, mon frère n'a plus aucun contact avec sa mère, penserait que je mens. Or, c'est simplement la vérité. Je vous assure qu'il nous dit non, il y a un niveau quand il se lève, comme s'il va à la douche, il voit, quand il est en train de se laver, il voit qu'il y a une femme devant lui, une sirène. Non, je suis ta femme, c'est ta mère qui m'a donné. Je viens de ce fleuve, au fleuve Congo. Je viens du fleuve Congo, je suis ta femme. Tu n'auras pas d'enfant tant que moi je ne vais pas le décider. En fait, c'est comme si c'était quelque chose, c'est la réalité. Il nous dit que c'est la réalité, mais après, boum, c'est comme s'il se réveillait à la douche, mais c'est comme si son esprit se réveillait en fait. Il ne comprenait pas. Parfois, il est à la douche, parfois, quand il se soulage, il a l'impression que son sexe, c'est du serpent. Il était tellement tenté parce qu'il était tellement persécuté par sa propre mère. Parfois, elle appelait avec un numéro inconnu, tout ça pour que il décroche en fait. Et il était tenté, je vous assure que jusqu'à présent là, sa mère et lui ne communiquent pas parce qu'on lui a dit non. Et il était programmé, j'ai oublié, il était programmé de mourir en 2019. 2019, il était programmé de mourir. Et on le lui a révélé ça, un pasteur. D'autres personnes de lui ont dit que non, tu vas mourir. Normalement, tu devais mourir en 2019. Voilà, et tu devais mourir chez ta tante. Et on devait accuser ta tante que c'est elle qui t'a, voilà, comme son mari est passé en grade, comme papa était aussi passé en grade, du coup, on devait accuser mon père que non, c'est lui qui lui a livré dans la loge. Mais il a dit, mais après le pasteur, l'homme de Dieu, lui a dit, mais c'est ta mère qui fait ça. Elle veut te causer des problèmes. Elle veut que tu reviennes ramper vers elle. Parce qu'elle a mal. Comment s'est fait dire que c'est sa soeur? Elle t'a bloqué les études. Mais sa soeur a le courage à se tuer là. Parce qu'elle était déjà au courant de tout. Vous savez, le sorcier, lui, il est comme ça. Quand il découvre tout ceci, c'est qu'on l'a découvert, en fait, il devient encore plus nerveux. Il devient encore plus démon, en fait. Il change encore plus. Ça lui donne encore cette force de te faire du mal. Donc je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, mon frère n'est plus en contact avec ma tante. Même se parler là, plus jamais. Il ne le fait plus. Il a dit, mais comment ma mère me fait ça? Ma propre mère. Ma propre mère me fait ça. Attendez, si ta propre mère te fait ce genre de choses, à qui feras-tu confiance encore à nouveau?
ta propre mère qui t'a mise au monde. Mais franchement, il y a tellement de choses, vraiment, en fait. Au jour d'aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il travaille. C'est vrai que il a petit à petit, il prie. Nous aussi, on prie énormément pour lui. Bon, jusqu'à présent, il est là dans la trentaine, pas d'enfant, mais on espère que bientôt cela arrivera. Parce que, bon, on prie énormément, je vous assure. Bon, la sirène, elle ne se manifeste plus, mais on est toujours dans les prières. C'est pourquoi la prière est très importante, je vous assure. Vous n'êtes pas obligé de faire de longues prières, mais des simples petites prières, mais avec des choses essentielles et très importantes. La prière sauve la vie, je vous assure. Donc c'était ça ma toute petite histoire. Merci encore pour tout. Sur ce, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez. C'est très important. Merci. Bisous, bisous à tous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.